RDC ET-FMI plus BM. Un divorce. À prononcer du 5 au 11 septembre de cette semaine, l'actualité économique planchera sur le séjour à Kinshasa d'une délégation du Fonds monétaire international, FMI, aux fins d'une collecte des éléments utiles pour la négociation future de 2 programmes évalués à 2,5 milliards de dollars américains. Ces 2 fameux programmes sont dénommés Facilité élargie de crédit, FEC en sigle, et Facilité pour la résilience de la durabilité, RST en sigle. Les Congolais se gaussent de toutes ces expressions qui envahissent brutalement leur vécu quotidien dans les domaines politiques, économiques ou sociaux. Ces vocables, souvent collés aux personnes qui les accompagnent, ajoutent de la curiosité ou du renforcement dans les contenus des conversations chez les intellectuels et le petit peuple. Ils participent à une pédagogie collective involontaire et une information gratuite, quelquefois cynique, comme nous allons le constater. Dans le secteur de l'économie congolaise, le terme « zaïrianisation », un néologisme créé en 1974 pour parler de l'opération de nationalisation des entreprises zaïroises de l'époque, a été suivi de l'ajustement structurel encadré par Bombito. L'austérité était synonyme de Kengo Wadondo et le cadre macroéconomique a eu un large écho avec Matata Ponyo. Autour de l'actuel ministre des Finances de parrainer les nouvelles expressions néocoloniales et intrigantes de facilité élargie du crédit et résilience pour la durabilité. Il faut le dire d'emblée, les gouvernants de la RDC, encore dans les loges de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, resteront sous le joug du soft power ou pouvoir doux, le relais autorisé du colonialisme. Nous devrions nous poser des questions, au risque d'accepter l'infantilisation chronique. Premier, depuis des décennies que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international s'accrochent à la RDC, pourquoi celle-ci ne parvient pas à quitter la catégorie des pays à faible revenu? 2. Depuis des décennies que la Banque mondiale et le Fonds monétaire aident la RDC, pourquoi celle-ci est parmi les 5 nations les plus pauvres du monde? 3e. Depuis que ces fameuses institutions président aux destinées d'une finance améliorée et d'une économie robuste dans un pays aux ressources immenses, quel est le bilan de leur assistance? 74% des Congolais vivent avec moins de 2,15 $ par jour. Le revenu annuel de la RDC pour l'année 2023 était de 449 $ américains. L'indice du capital humain de la RDC s'établit à 0,37 et la RDC, encadrée par 2 puissantes structures d'aide internationale, rampe encore à la 164e place sur 174 pays selon le groupe Banque mondiale. Lecture critique sur ces 2 institutions. Si les dirigeants des ministères des Finances, de l'économie, du budget et du plan du gouvernement de Mme Suminwa prenèrent le temps de s'intéresser aux parutions qui parlent de la Banque mondiale et du FMI, ils se détourneraient rapidement de ces structures pour activer leur méninge. Ce qui veut dire qu'ils imagineraient d'autres programmes conçus par les fils et les filles du pays, plus au courant des réalités économiques, sociales et même idéologiques du pays. C'est leur part d'innovation, d'intelligence et de patriotisme qui éloignera ces fléaux que sont ces structures dont l'objectif est d'améliorer le niveau de vie des pays. J.F. Paulette, dans ses notes de lecture, pose une question pertinente à laquelle il va répondre. Il dit ceci. Connaissez-vous une banque qui endette la moitié de l'humanité au nom du développement et qui mène sa propre guerre froide durant 30 ans alors qu'elle fait partie du dispositif de l'ONU? Il répond. Il n'y en a qu'une, la Banque mondiale. Et il poursuit, la Banque mondiale est le porte-parole du libre-échange partout dans le monde, mais surtout dans l'hémisphère sud, d'où elle est parvenue à soumettre les États en torpillant leur trésor public pour des années. Dans le sillage de ces réflexions, un historien et économiste du nom de Éric Toussaint a écrit en février 2022 sur Banque mondiale, une histoire critique, avec en sous-titre L'agenda caché du consensus de Washington. Une courte recension de ce livre nous apprend que la Banque mondiale
est plus prompte à peser sur la géopolitique mondiale et la finance mondiale plutôt qu'à lutter contre la pauvreté, ce qui est pourtant son objectif déclaré depuis 60 ans qu'elle est née. Contrairement à une idée reçue, la Banque mondiale n'a pas pour mission de réduire la pauvreté, elle la reproduit. La réputation de ces institutions qui ont des attaches solides en RDC n'est pas reluisante dans les pays occidentaux. Nous sommes certains que s'accrocher à ces institutions démontre à suffisance les limites que la RDC possède dans son incapacité de se libérer des schémas reproducteurs du sous-développement. Les réalités complexes auxquelles la RDC est confrontée demandent à ses fils et filles un discernement froid pour rejeter toutes ces phases déguisées de subjugation et prôner une indépendance de prise de décision nationale essentielle à la réussite de son développement actuel. La vision panafricaniste. Depuis des décennies, les craintes des pères du panafricaniste ont vu leur réalisation concrète se réaliser sur le sol congolais. En effet, disait-il, les anciennes puissances ne régneront pas ouvertement, mais dirigeront et imposeront par d'autres personnes proches des Africains ou des Congolais. La présence des institutions internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en RDC est le nouveau visage du colonialisme belge qui aidait, tout en contraignant le pays à appliquer ses propres politiques économiques. Les panafricanistes avaient prévenu qu'il y aura de nouveaux agents des puissances étrangères qui bénéficieront de beaucoup d'avantages pour user d'une sous-traitance de la force et de la violence en leur lieu et place. Le président Paul Kagame en est l'illustration parfaite. Dans un angle purement économique, la présence des institutions de Bretton Woods signifie que la RDC n'est pas prête pour un prononcé de divorce. Les pères fondateurs du panafricanisme exhortèrent les peuples africains à se libérer des cycles récurrents d'exploitation, à ne point lésiner dans la prise des décisions courageuses comme la fermeture des frontières, la gouvernance transparente qui ne copie pas de modèles occidentaux. La RDC, dans une vision panafricaniste, devrait revoir des stratégies pour sortir des cycles de dépendance économique et d'une vulnérabilité soutenue par les mêmes forces d'oppression, revenues sous des formes plus civilisées, plus hypocrites, tant que les structures internationales, telles que la Banque mondiale et son jumeau le Fonds monétaire international, s'incrusteront en RDC, l'exploitation sous une apparence d'assistance et d'aide va perdurer en attendant le retour de Jésus. Des inquiétudes à l'horizon. La RDC deviendra une des plus grandes nations du monde quand elle ouvrira ses yeux sur ce que la nature lui a offert et quand elle transformera la version d'un narratif suranné, à savoir un pays immensément riche à la population majoritairement pauvre. La RDC a besoin d'une nouvelle couche de peinture pour son image. Ailleurs, dans le monde, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont perçus comme des vecteurs de la supercherie des grandes puissances. À Kinshasa, le gouvernement congolais attend impatiemment des sauveurs providentiels et incontournables. Auparavant, les Congolais avaient l'habitude de culpabiliser les juristes et les politiciens les traitant des fossoyeurs de la paix, de la justice que leur juridisme pénalisait. Aujourd'hui, il est logique de mettre aussi dans le même panier des coupables, les économistes dont les théories ont répondu aux conditionnalités politiques des économies des autres. Les économistes congolais ont été incapables de comprendre que les stratégies nationales pour un vrai développement ne peuvent relever que de l'agenda du pays bénéficiaire, en l'occurrence la RDC. Responsables de l'économie d'un pays aussi vaste que la République démocratique du Congo, ils ont sur leur échiquier territorial des banques essentiellement étrangères et ne s'embarrassent pas d'emmener dans leurs délégations à des forums internationaux des hommes d'affaires expatriés, détenteurs exclusifs du pouvoir d'achat de leur pays. Les juristes, les politiciens et les économistes congolais ont envahi les sphères décisionnelles de la RDC et ont battu au sprint les techniciens, les ingénieurs, les ouvriers manutentionnaires et autres agriculteurs. Il est temps que les choses changent et que les anciennes équipes remettent leurs vareuses au vestiaire pour que de nouvelles recrues apportent de nouvelles règles de jeu. Au revoir et au prochain podcast.